Cette chaîne actuellement piratée par un demeuré en manque de reconnaissance et d'affection, et qui n'a su rien trouver de mieux à construire dans sa vie que cette activité de piratage pour se donner un peu d'importance. Une activité de censure sur YouTube dont il a pris l'entière responsabilité, et qui désormais le nourrit, avec toute une communauté autour de lui, dont l'activité principale dans leur vie est aussi donc de censurer les chaînes sur YouTube qui ne leur plaisent pas, notamment par le signalement massif de vidéos. Une activité minable déployée par des pervers et parasites, et que des gens comme moi doivent traîner comme des boulets sur YouTube. Un problème qui bien sûr prochainement va trouver son remède. C'est une promesse que je fais à tous ceux qui aiment cette chaîne, qui apprécient mon travail et qui attendent aussi comme moi que cette chaîne trouve le succès qu'elle mérite. Et toutes les informations que partage cette chaîne, bien sûr, un bien plus large public. Merci d'être là, et à présent, bonne vidéo. These are actors working for a government agency. So. Bonjour, je voudrais acheter ceci signé, je vous prie. Je m'appelle Justin. Avec un i? Oui, avec un i. D'où venez-vous, Justin? Orlando. Ah, c'est tout près. Je signe sur la photo? Oui, ce n'est pas très loin. C'est OK sur la photo, oui. J'aurais cependant une question pour vous. Parfois, lorsque nous regardons les images de l'ISS, nous voyons les astronautes parfois connectés à des fils, des harnais. Est-ce pour les garder dans le cadre durant la diffusion ou quelle raison peut-il encore y avoir? Vous savez, je n'ai en fait pas vu. Serait-ce pendant qu'ils sont à l'intérieur de la navette? Oui, tout à fait, pendant qu'ils sont à l'intérieur de l'ISS, parfois durant les flux, lors de la diffusion. On peut voir des sortes de ceintures et quelque chose comme ça. Alors, je parie que c'est le cas. Je suppose que oui. Personnellement, je ne l'ai jamais vu. Mais je sais qu'ils, vous savez, ils essaient de rester immobiles pendant qu'ils parlent à quelqu'un et ensuite, ils essaient généralement de se relâcher en faisant des sortes de flips à la fin ou quelque chose comme ça. Oui, parce que j'ai déjà vu le flip avant et on aurait presque dit qu'un pied était coincé à l'intérieur de quelque chose, bien qu'à l'image, on ne voit rien à cet endroit. C'est vraiment étrange. Je ne savais pas qu'il y avait quelque chose pour les maintenir en place. Nous n'avons jamais rien eu de tel, mais ils ont peut-être appris avec le temps qu'il était difficile de rester immobile. Avez-vous déjà pensé que le public découvrirait que toutes les sorties dans l'espace étaient filmées sous l'eau? Avez-vous eu des commentaires à ce sujet? Eh bien, nous nous entraînons sous l'eau. Oh, d'accord, mais seulement pour l'entraînement? Pour s'entraîner uniquement. Ok. On remarquera toute l'agitation tout à coup autour de la soi-disant astronaute. La plupart du public ignore que l'ISS se trouve dans un laboratoire sous-marin de flottabilité neutre à Houston, au Texas. Les images de la station spatiale avec lesquelles ils nous trompent ne montrent pas un vol à 28 000 km/h au-dessus de notre tête. Tout est filmé ici sur la Terre, une réplique exacte de l'ISS sous l'eau. Coïncidence? C'est un processus assez simple. Filmez vos images sous l'eau, enlevez la couche d'eau, ajoutez votre couche terrestre en image de synthèse et diffusez ainsi les images. La Station spatiale internationale est une fraude complète. C'est un complet canular. Je ne crois pas une seule seconde que tous ces astronautes vivent là-haut et font ce qu'on nous dit. À chaque fois qu'ils font des démonstrations en direct, on peut voir des câblages et toutes sortes d'autres problèmes. Ils sont littéralement retenus par des câbles. Écran vert, câbles, CGI, réalité augmentée, toutes sortes de problèmes. Pensez à cela. Ils ont toujours dans l'ISS des femmes avec des cheveux longs et flottants. Cela ne devrait jamais être autorisé. Elles vaporisent littéralement de la laque sur leurs cheveux pour donner l'impression qu'elles flottent à l'apesanteur. La Station spatiale internationale vous est présentée par les mêmes gars qui ont simulé 6 missions lunaires. Et on y croit toujours. Je ne sais pas exactement comment ils se filment. Ils pourraient être dans l'un de ces avions à gravité zéro et tout faire là-dedans. Je ne sais pas comment exactement ils font, mais je sais que tout cela n'est pas réel. On les surprend souvent avec des écrans verts.
comment peut-on encore y croire? La station spatiale est un endroit sérieux. Nous y faisons des recherches sérieuses, des recherches scientifiques et des recherches d'ingénierie. Courir dans des costumes de gorille à 28 000 km/h, là où potentiellement il y aurait de micro-météores et autres satellites collisionneurs. Ils pourraient mourir dans la seconde suivante. Mais ils courent partout en jouant avec de l'eau au milieu d'appareils électroniques. Ils prétendent faire pousser de la laitue. J'adore cette vidéo parce qu'elle ressemble à une animation que quelqu'un aurait pu fabriquer, mais c'est en fait de vraies images de la navette spatiale, juste accélérées un tout petit peu. Voici une petite vidéo, elle dure environ 4 minutes. Voilà donc la station spatiale. J'aime le fait que ce n'est pas une animation. Il s'agit d'un film pris par une navette de la station spatiale. Et donc c'est réel, ce n'est pas une animation. Maintenant, ça ressemble à une animation et je suis fier de savoir que c'est vraiment un vrai film. Ce n'est pas un jeu vidéo. Il y a des gens qui vivent là-bas. Je sais que ça ressemble à une animation, mais c'est en fait très réel. J'adore cette vidéo parce qu'elle ressemble à une animation. Cela n'a pas l'air réel, mais c'est bel et bien réel. Les gens peuvent regarder tous ces foutus mensonges et trucages de la NASA ainsi que de toutes les autres agences spatiales. Et les passent tous par la fenêtre juste parce qu'ils voient une petite lumière dans le ciel. Et c'est l'ISS. Oh oui, c'est l'ISS. C'est la seule preuve dont ils ont besoin et tout le reste disparaît par la fenêtre. La vue sera toujours bonne là-bas et tout ce que vous aurez à rechercher sera une lumière vive qui bougera et ce sera la station spatiale. J'ai vu la lumière aller d'un horizon à l'autre et il y a beaucoup de problèmes avec cette lumière. D'abord, c'est aussi brillant que le Soleil. C'est vraiment brillant. Comment l'ISS parvient-elle à me renvoyer cette lumière aussi brillante que le Soleil tout au long de ce trajet? Elle se fait de miroir. Est-ce que ce miroir me suit? Comment quelqu'un à 15 km de distance pourrait-il voir le même reflet alors qu'il ne peut forcément pas refléter dans toutes les directions? Il survole à 28 000 km pendant 12 minutes. J'ai pu le voir. Alors qu'est-ce que c'est? J'étais en communication avec un lanceur d'alerte de la NASA et il dit qu'ils ont 5 bombardiers B2 qu'ils ont remodifiés avec certaines parties qui sont en matériaux transparents et aussi de fines entretoises métalliques que vous ne pouvez pas voir. Le fond a été recouvert de LED pour faire comme s'il reflétait la couleur du soleil. Et ils les utilisent dans leur base. 2 d'entre eux sont en Alaska et j'oublie où sont les autres. Et ils font des survols à tour de rôle. Bonjour mesdames et messieurs les commissaires. Aujourd'hui, j'aimerais attirer votre attention sur une fraude potentielle à grande échelle qui se produit dans le comté de York. Il existe désormais des preuves évidentes que la NASA utilise de nombreuses méthodes pour tromper grossièrement le public sur la présence d'astronautes à bord de la Station spatiale internationale. Lors des scènes de l'ISS diffusées en direct par la NASA, l'utilisation de câbles, de harnais, d'écrans verts et de réalité virtuelle a été détectée pour obtenir l'apparence d'un environnement en apesanteur. Cela soulève la question évidente. S'ils sont vraiment là-haut, pourquoi utilisent-ils des techniques hollywoodiennes pour truquer les images? Sont-ils dans l'espace ou bien sous l'eau? Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils s'entraînent aux sorties spatiales dans une piscine sous-marine avec une réplique complète de l'ISS. Maintenant, sûrement qu'ils ne filment pas ces promenades spatiales dans une piscine sous-marine. Et bien sûr non plus, ne les montrent pas ensuite pour qu'elles apparaissent comme si elles se déroulaient dans l'espace. Parce que vraiment, ce serait quelque chose, n'est-ce pas? Je fais appel à la commission du comté de Brevard pour ouvrir une investigation sur les pratiques frauduleuses de la NASA et l'usage des dollars des contribuables. Les coûts de la NASA par an dans leurs opérations sur l'ISS sont de 3 milliards de dollars. Et ils n'ont pas de bonnes explications sur le pourquoi ils falsifient ces vidéos. Moi et le public aimerions des explications crédibles et où va l'argent de nos impôts. Il est de votre devoir d'exposer et d'éliminer ce frauduleux et astronomique gaspillage du programme ISS. Et voyez, je sais que vous pensez tous que la NASA est une partie du gouvernement fédéral. Et nous ne sommes juste que des commissaires du comté. Mais même si ce que je dis est vrai, que pouvons-nous faire? Mais laissez-moi vous rappeler que ce n'est pas simplement ce qui se passe dans votre comté en tant qu'officiel public. Mais vous avez la plateforme et l'habilité de faire une déclaration ou encore rassembler une conférence de presse pour alerter le public, l'État et les autorités fédérales pour investiguer plus loin. Vous avez le pouvoir d'enclencher la conversation. J'espère le jour où ces 3 milliards de dollars de budget annuel seront versés à nos vétérans, nos sans-abri, pourquoi pas aussi aux déficients mentaux et la revitalisation du comté de Brevard.
and the revitalization of Brevard County. Les platériens prêtent attention. Nous prêtons attention à la NASA, nous prêtons attention à SpaceX. La plupart des gens ne le font pas. Mais mieux encore, ils les défendent. Bien qu'ils n'aient aucune idée du rayon de la supposée Terre globe, ils n'ont aucune idée de la distance qui nous sépare du Soleil, selon les dires de la NASA. À quelle distance se trouve le Soleil? Oh, ben je ne sais pas. Quelques milliards de kilomètres, je ne sais pas. Ils n'en ont aucune idée, mais ils le défendent jusqu'à la mort. Vous savez, une fois que vous commencez à prêter attention, et avec un esprit ouvert, s'il vous plaît, prêtez attention. Les images suivantes sont officielles. Elles proviennent de la NASA, de SpaceX et d'autres agences spatiales. Tout ce que vous allez voir a été vendu au public comme réel et authentique. S'il vous plaît, prêtez attention à ce que vous défendez. Ce sont les pires images jamais vues. Mais nous devons savoir pour être sûr que les Américains comprennent qu'il n'est pas nécessaire de paniquer. Le président a pris cette action, comme je l'ai mentionné précédemment, parce que les objets avaient fini par voler à une altitude basse et étaient entrés dans l'espace civil. Et nous voulions être sûrs que l'espace soit protégé. Mais encore une fois, nous voulons aussi être sûrs que les Américains ne paniquent pas durant ce temps. Oh, attends, quoi? C'est sur un ballon? Pourquoi un satellite se trouve-t-il sur un ballon? Eh bien, parce que ça a toujours été. Les platériens parlent depuis maintenant longtemps. Une chose qui n'est pas vraiment discutée dans les médias dominants est que la NASA dépense plus d'argent pour l'hélium que quiconque dans le monde et qu'elle vient même d'augmenter son contrat le plus récent à des centaines de millions de dollars, toujours pour l'hélium. Et qu'en même temps, ils ont en effet lancé des ballons plus grands qu'un ou deux terrains de football. Parce que c'est beaucoup plus efficace pour la transmission de données, pour la météo, pour la compilation de données. Ils ont en gros une flotte de ballons au-dessus de nous qui facilite le transfert de la majorité des informations que nous utilisons. Alors pourquoi pensez-vous que la NASA est le plus grand consommateur d'hélium au monde? Pourquoi enverrait-il des ballons, ces satellites sur des ballons, s'ils se trouvent dérivants dans un espace vide autour de la Terre? Ils nous le montrent, ils vous le disent là, ici et maintenant, à la vue de tous. Et regarde, les satellites sont sur des ballons. Ils ne sont pas dans un espace magique, ici même dans ce centre de recherche. Ok, bon, laissons passer ce camion bruyant. Allez, en voilà un autre. Salut! Salut, je fais juste un tournage. Sur quoi? C'est ici tout ce que nous pouvons voir. Nous faisons un documentaire sur les lancements de ballons et les histoires autour. Vous êtes donc des journalistes indépendants? Eh bien, nous sommes sur un lieu public. Il n'y a pas ici de confidentialité. Nous avons essayé de les appeler,
Et ils ont dit qu'ils ne concédaient aucune interview. Eh bien, ils ont dit qu'ils ne voulaient aucune interview. Bien sûr, vous devez faire preuve de diligence raisonnable. Je comprends que vous vous assurez qu'il n'y ait personne qui entre. Ok, c'est bon, je comprends. Et le centre spatial de Géorgie est gardé. Ils te tireront dessus. Ils opèrent à coup sûr. N'allez pas courir dans la zone. Ils ne vont pas être gentils. Non, nous sommes juste fascinés par les satellites. Nous nous demandions s'ils existaient. C'est cool qu'ils soient tous montés sur des ballons, mais nous ne le savions même pas. On nous a appris, vous savez, qu'ils tournaient simplement en orbite tout seuls. Et qu'ils sont lancés par des fusées. Oui, lancés par des fusées, c'est tout. Ça a beaucoup plus de sens sur des ballons maintenant. À moins qu'ils aient des informations top secrètes que j'ignore. Vous ne savez rien au sujet des satellites sans ballon? L'idée qu'il faille une sorte de boîte en chute libre en orbite autour d'une balle n'est qu'une fiction dont on n'a absolument pas besoin. On ne l'utilise pas. Les satellites ont été sur des ballons depuis les années 50 et ils ont toujours été sur des ballons. Ils ont toujours menti sur leur envoi dans l'espace. Il n'y a aucune preuve de satellite dans l'espace. Il faudrait un système de propulsion. Même si on croit que la Terre est une boule, on doit aussi croire que les satellites fonctionnent sans source de propulsion. Et on sait qu'ils n'ont pas de moteur. Comment pourraient-ils rester indéfiniment sur leur orbite? Ça n'a aucun sens. Puis on découvre que la NASA possède 98% de l'hélium. Puis on découvre que tous les satellites qui s'écrasent ont des ballons attachés. On peut donc déduire qu'ils font flotter ces satellites grâce à des ballons. C'est aussi simple que ça. Si tous ces satellites se déplacent à des dizaines de milliers de km/h, avec certains qui vont dans un sens, d'autres dans l'autre, c'est du bon sens. Ils sont censés être 50 000. Forcément qu'on ne peut que supposer qu'à un moment ils se heurtent. Mais aucun ne s'est jamais percuté. Allons les gars, réveillez-vous, il n'y a pas de satellite. Il n'y a aucune preuve de leur existence. La seule preuve que nous ayons, ce sont des choses qui flottent accrochées à des ballons. Arthur C. Clarke, dans les années 50, a écrit un livre théorisant la chute incessante de satellites sur Terre. Peu après, nous avons soudainement vu des satellites tourner autour de la Terre. Imaginez-vous, la Terre est censée tourner à 1600 km/h. Elle orbite selon une orbite elliptique, accélérant et ralentissant plus ou moins à 100 000 km/h. Elle poursuit le Soleil qui, lui, est sur une autre orbite courbe. Et nous aurions des satellites géostationnaires. C'est un satellite qui reste constamment au-dessus du même point à la surface. Il imite donc la rotation, il imite l'orbite de révolution, il accélère et ralentit et reste constamment au-dessus du même point, dans une chute incessante. C'est totalement absurde. Et maintenant, on admet ouvertement qu'ils sont sur des ballons. Mais ils font comme si c'était nouveau, que c'était une nouvelle façon de lancer des satellites. Maintenant, c'est sur des ballons, parce que c'est moins cher et c'est tout simplement meilleur. Comme si on n'avait plus besoin de ces satellites spatiaux. Vous savez, les gens commencent à comprendre. C'est pourquoi ils reviennent aux ballons. La majorité des transmissions que nous utilisons pour nos téléphones portables ou pour la télévision soi-disant par satellite se font via des pylônes à la surface terrestre. Ils transmettent tout du sol de tour en tour, admises comme à haute altitude. Et bien sûr, nous avons des câbles sous-marins et souterrains qui représentent 99,9% de toutes les transmissions. Donc ce n'est qu'une façade. Les gens pensent que nous avons de petites boîtes métalliques qui volent partout et nous fournissent toutes nos données. Rien de tout ça n'est vrai. Oh mon Dieu, j'appelle mon frère, c'est vraiment magnifique. Artemis vole, waouh, il vole en ce moment même. Que ce soit l'ISS ou le lancement de fusée, à la seconde où quelqu'un le voit de ses propres yeux, il pense que c'est réel. C'est incroyable. Bien alors, mais que diable s'est-il passé? Ils ne savent même pas ce qui se passe. La raison pour laquelle vous pouvez toujours trouver des vidéos de fusées de la NASA décoller et ensuite décrire lentement un arc en U, ce n'est pas parce qu'elles tournent autour d'un globe et passent de l'autre côté ou s'envolent dans l'espace. C'est parce que peu après le décollage de ces fusées financées par vos impôts, elles n'ont qu'un certain temps avant de s'écraser sur la Terre, faute de carburant, parce que tout le reste est inventé. La raison pour laquelle ils les lancent toujours près de l'océan, au Texas ou en Floride. On ne lancera jamais de fusée depuis le centre du pays. Elles n'atteindraient pas l'océan et s'écraseraient sur la terre ferme, ok? C'est pourquoi la NASA doit lancer ses fusées depuis le Texas ou la Floride, parce que c'est en bordure d'océan. S'ils voulaient lancer une fusée depuis Little Rock en Arkansas, elle n'atteindrait même pas Cap Canaveral. Quand ils lancent des fusées de Cap Canaveral, de Floride ou bien de Houston, nous avons un problème. Oui, le problème, c'est qu'on ne peut pas aller au-delà du firmament.
En 1962, 7 ans avant qu'il ne simule l'alunissage, l'opération Dominique a commencé. Une série de 31 missiles furent tirés directement dans le ciel pour tester la hauteur que les humains peuvent réellement atteindre. Ils ont rapidement compris qu'ils n'iraient pas plus loin. Il semble que chaque fois qu'ils lançaient ces missiles dans le ciel, ils interagissaient avec différentes couches de champs de plasma ou de phénomènes électromagnétiques. Et ils semblent avoir des propriétés fluides lorsqu'ils heurtent une certaine partie de ce champ de force, qui commence à se disperser, à chercher un équilibre basé sur l'impédance des couches électromagnétiques. Pourquoi, lorsque nous regardons ces images, voyons-nous ces choses exploser? On dirait qu'elles heurtent une barrière. Ils testent la résistance du firmament, mais n'ont pas réussi à le pénétrer. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que c'est? À mon avis, ils cherchaient un moyen d'en sortir. Il y a un firmament au-dessus de nous. Tout est en haut, comme c'est en bas. Évidemment, beaucoup de gens prennent conscience de l'existence d'un firmament au-dessus, que beaucoup commencent à réaliser qu'il est impénétrable. Quoi qu'on fasse, on ne peut pas s'élever directement dans les airs et continuer à avancer. Un lancement de fusée intéressant fut celui de la fusée GoFast, parce qu'ils nous ont offert quelque chose que la NASA et SpaceX ne nous offrent jamais, un flux continu d'images du lancement provenant de leurs caméras. Si vous regardez un lancement de la NASA ou de SpaceX, il y a toujours 4, 5, 6 coupures avant même que la fusée ne quitte la rampe de lancement. Et celle-ci nous a donné une distance de 115 km sans interruption. Elle est montée et tout d'un coup, elle a fait un bruit d'entrée dans un liquide en heurtant quelque chose. Il est monté, il semble avoir heurté le firmament. Une chose que je veux que votre génération accepte, c'est que la Terre est un système fermé. Nous ne pouvons pas quitter la Terre. Il n'y a nulle part où aller. Il y a de l'eau qui nous entoure dans toutes les directions, y compris juste au-dessus de nous. Nous savons maintenant qu'il existe un superfluide. L'hélium 3 pourrait permettre une propagation électromagnétique complète et perpétuelle, sans aucune impédance. D'après ce que je vois des observations des ondes lunaires de Creux 7, je pense qu'il existe clairement un milieu fluide au-dessus de nous. Les eaux au-dessus de nous, d'après l'astronomie antique, qui était la même science que l'astrologie, sauf que l'une était plus théologique et l'autre plus profane. Eh bien, on y enseignait qu'elle s'appelait la mer cristalline. Et dans le livre de l'Apocalypse, il est question de la mer cristalline comme étant le 9e ciel. Les eaux au-dessus sont fermes. Je pense que les preuves de l'existence d'un milieu fluide au-dessus sont assez convaincantes. Eh bien, Dave, la fusée Falcon 9 de SpaceX va décoller depuis la base aérienne de Vandenberg. Le lancement est prévu dans 1 minute environ, peut-être un peu moins ici. Voyez la traînée qu'elle laisse derrière elle, absolument incroyable. Pour vous le décrire, je peux la voir, mais depuis le sol, on dirait presque... Certaines de ces fusées raclent le firmament, un peu comme un bateau tirant quelque chose sur l'eau. On voit ce qui ressemble à un hors-bord naviguant sur l'eau. On voit la fusée percuter le firmament et exploser comme de l'eau, puis frôler la surface du firmament. Pourquoi? Eh bien parce que c'est de l'hydrogène, c'est de l'eau. Je ne sais pas exactement ce qu'elles font, mais elles ne volent pas dans l'espace. C'est presque comme s'ils nous le jetaient au visage. Regardez, on se heurte à une barrière solide. Ces fusées semblent littéralement rebondir sur l'océan comme un bateau dans l'océan, créant des vagues. Regardez les images. Ils nous le mettent sous le nez. C'est de la divulgation discrète. Ils ne peuvent pas simplement affirmer qu'il y a un firmament, que nous sommes sur une terre plate ou quoi que ce soit d'autre. Ils ne peuvent pas simplement le dire. Il ne faut que donner de simples indices. Les gens disent, bon, qu'y a-t-il sous la Terre plate? Parce qu'ils imaginent un disque flottant dans l'espace. On ne sait pas ce qu'il y a sous la Terre plate, car le trou le plus profond est de 12,5 km. Et pendant qu'ils creusaient, pendant qu'ils foraient ce trou, ils utilisaient un géoradar pour voir ce qu'ils allaient trouver ensuite. Et ils se sont trompés à chaque étape. Plus de rochers, et ils se heurtaient sur de l'eau. Plus d'eau, et ils se heurtaient sur des rochers. Ils ont eu tort tout le long.
Et puis, ils ont heurté une barrière infranchissable. Ils ont essayé pendant des années de la franchir sans succès et ils ont abandonné. Mais d'une manière magique, maintenant, ils nous montrent une coupe transversale de la Terre, les 6400 km suivants. Ils savent exactement ce qu'il y a. Ils n'ont pas réussi à obtenir les bonnes infos sur les premiers 12,5 km, mais ils y connaissent les 6400 suivants. Et tout le monde a vu les images de la Terre avec un noyau magnétique en fusion. Autre chose dont ils se moquent, c'est qu'on ne peut pas avoir d'aimant en fusion. N'importe quel aimant, quel qu'il soit, si on le chauffe, avant de fondre, il atteint le point de Curie et perd tout son magnétisme. Ils affirment que le noyau a cessé de tourner et qu'il tourne maintenant dans le sens inverse, ce qui va provoquer des chaos. Eh bien, ce matin, nous apprenons qu'il y a un déplacement du noyau interne de la Terre. On dirait l'intrigue d'un film à succès hollywoodien.